bonsoir à vous. Bonsoir Laurence, bonsoir. Eugénie Bastier, merci d'être là. Gauthier Lebret, Maître Joaquin Mel qui est là, bonsoir Maître. Louis de Ragnel et Catherine. Bonsoir Laurence. Bonsoir ma chère Catherine. On va commencer tout de suite par cette veille d'obsèques de la petite Liana. Ces obsèques auront lieu demain après-midi au cimetière de Fleurance, dans la plus stricte intimité familiale. C'est ce qu'a fait savoir l'avocat des parents. Le maire de Fleurance s'est exprimé aussi il y a quelques instants pour demander qu'on respecte ce temps évidemment de recueillement. On va rejoindre Valentin Rouillon qui se trouve sur place avec Clément Lopez. Bonsoir Valentin. Dans toute la commune et dans tous les environs, il y a toujours ce deuil intense, cette sidération et ce respect évidemment de la volonté de la famille. Oui, absolument, beaucoup d'émotions, mais qui se mélangent aussi avec de l'incompréhension et de la colère, parce qu'en fait, on comprend de jour en jour que ce nom de famille, Barella, eh bien, il gravite en fait dans beaucoup de procédures judiciaires. Dernière information, c'est la réouverture du parquet de Béziers d'une enquête visant le père de Jérôme Barella. Joël Barella serait donc une nouvelle fois mis en cause pour agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans par une personne de son environnement familial ayant autorité. On parle d'une plainte qui avait été déposée en 2018 par une jeune fille qui s'appelle Maëva, qui avait 12 ans à l'époque des faits, et cela avait entraîné l'ouverture d'une procédure un an plus tard qui avait été classée sans suite en 2020, et donc réouverture ce mercredi par le parquet de Béziers. La presse locale parle aussi d'un signalement à l'époque de l'inspection académique du Tarn au parquet de Castres. Maëva se serait confiée à l'époque à son professeur principal de son collège du Tarn qui lui en avait informé les autorités compétentes. Autre information qu'on a su ce mercredi, c'est le procureur de la République d'Agen qui dit que cette enquête judiciaire a été ouverte pour les chefs de viol sur mineurs et de viol sur conjoints. Là, le mis en cause, c'est le frère Yannick Barella, le frère de Jérôme Barella, qui avait donc été mis en examen pour des faits de viol dénoncés par deux de ses ex-compagnes. Voilà les dernières informations que l'on a. Cet appel, parce que le procureur de la République d'Agen a fait appel à une décision parce que le frère de Yannick Barella a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Donc il y a un appel qui devrait être évoqué prochainement devant les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen. Donc vous voyez que dans la région, eh bien, tous les jours presque, on en apprend parce que le parquet désormais de Montpellier est saisi, celui de Béziers, celui d'Auch, celui de Castres, celui d'Agen, avec toujours ce nom de famille, Barella, dans plusieurs procédures judiciaires et donc depuis plusieurs années, Laurence. Merci beaucoup pour ces explications très précises. Valentin Rouillon, Clément Lopez depuis Fleurance, Gauthier Lebret. On a l'impression que l'horreur n'a pas de fin dans cette affaire et qu'à chaque fois qu'on ouvre un tiroir, il est rempli d'immondices. Là, cette famille, et vous avez un long format qui est diffusé ce soir à 21h sur CNews, il y a encore des révélations qu'on ne connaissait pas. Le profil du frère ce soir de Jérôme Barella et de son père, parce que l'horreur est sans fin dans cette affaire, l'horreur est sans fin dans cette famille. Le soupçon, c'est que ça soit une famille de pédocriminels. C'est ça dont il est question, puisqu'effectivement, le père de Jérôme Barella est donc soupçonné d'avoir violé ses petites filles, donc les nièces de Jérôme Barella, et le frère de Jérôme Barella est lui-même mis en examen, comme ça a été rappelé, pour viol. Et ça a été fait récemment, puisqu'il est allé se plaindre à la gendarmerie, vous comprenez, d'avoir le même nom que son frère et qu'il subissait des attaques. Et suite à ça, les gendarmes ont regardé son profil et ont vu qu'il était effectivement sujet à des plaintes pour viol. Et donc, il a été mis en examen et après placé, remis en liberté, puisqu'il n'a pas été placé en détention provisoire, placé sous contrôle judiciaire. Donc, effectivement, l'horreur est sans fin. Une famille peut-être de pédocriminels et des scandales judiciaires dans le scandale judiciaire. C'est-à-dire que vous avez donc le scandale judiciaire autour de Jérôme Barella, c'est-à-dire qu'il avait, évidemment, c'est un multirécidiviste, donc il s'en était déjà pris à la petite Rosa, que si on en croit la maman, et on a envie de croire la maman, il a violé au minimum 10 fois une petite fille de 10 ans sur laquelle il a laissé des séquelles absolument innommables, et cet homme n'a jamais passé une heure en garde à vue ou une heure devant un enquêteur. Et ensuite, donc, on apprend que le grand-père, ça a été classé sans suite. Donc imaginez, l'enquête va être rouverte. Si à la fin, on apprend que le grand-père a bel et bien violé ses petites filles, c'est donc un deuxième scandale judiciaire. Et puis le frère, il avait des plaintes contre lui, vous comprenez, mais c'est quand il s'est lui-même rendu à la gendarmerie pour se plaindre du fait qu'il portait le même nom que son frère que l'enquête s'est mise en route. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est hallucinant. C'est un scandale judiciaire à tous les étages, cette affaire. De prendre de l'ampleur. Catherine Ney, on est stupéfait en fait par... oui, mais c'est une famille. Enfin, une telle famille complètement idiot et enfin qui est doublement criminel. Enfin, c'est une famille. Oui, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que
ces enfants, les deux violeurs, les deux frères, est-ce que c'est parce qu'ils ont subi de même dans leur enfance? On n'en sait pas. On ne sait pas. Quelquefois ça arrive et quelquefois ça n'arrive pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas quelle était la relation entre les deux frères. En tous les cas, oui, c'est des gens qui auraient dû être soignés ou mis hors d'état de nuire. Ce qui manque, enfin je ne sais pas, c'est que on devrait, je ne sais pas si ça existe, faire un questionnaire pour dans les gendarmeries pour pouvoir cocher des cases, pour savoir le nom, est-ce que ce nom revient. Mais il y a des logiciels, il y a des logiciels normalement, il y a des logiciels. Les plaintes sont sorties tout de suite, c'est-à-dire quand le frère de Jérôme Barella est allé à la gendarmerie pour dire je me fais insulter en raison de mon nom, ils ont tapé son nom et tout de suite les plaintes sont sorties contre lui. Donc c'est-à-dire que ça existe déjà. Que font les enquêteurs en fait, c'est la question qu'on se pose. Peut-être qu'on n'a pas assez regardé Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, dire qu'on en est encore à porte-plume et encrier. Et il y a le profil de la femme aussi de Jérôme Barella qui pose question, puisque je rappelle quand même que les viols commis par Jérôme Barella se passent à son domicile, qu'il utilisait ses propres enfants comme appât pour les petites filles qu'il violait, c'est-à-dire viens passer une soirée pyjama avec mes enfants, viens à une soirée pizza. Et qu'est-ce qu'on a appris dans le premier documentaire qu'on a passé lundi, quand il travaillait, parce qu'il a eu des longues périodes de chômage, il était chômeur au moment de son interpellation, Jérôme Barella appelait sa femme en visio, qui elle-même était nue, et l'a montré à ses collègues. Donc c'est-à-dire que sa femme ne savait pas que des viols se déroulaient au sein même de son domicile et que ses propres enfants servaient d'appât. C'est aussi une question, le profil de la femme, ça va être aussi la question des prochains jours. Génie Bassier. Non, on a d'un côté le monstre et de l'autre les gens qui l'ont laissé faire. C'est-à-dire que j'aime bien cette phrase de Burke qui dit pour que le mal triomphe, il faut l'inaction des gens de bien. Et on a un peu l'impression qu'on a assisté à l'inaction des gens de bien dans cette affaire. C'est-à-dire, moi je serais les fonctionnaires qui ont laissé passer ces dossiers sans saisir, même les gendarmes qui n'ont pas rappelé la mère de la petite Rosa, j'aurais du mal à dormir. Faut-il qu'ils l'ont rappelé, mais et pour la menacer. Franchement, il y a une inaction des gens de bien dans cette affaire qui est profondément choquante, au-delà même du profil monstrueux qui, évidemment, est... Interroge. Maître Waklin Melki, avocate. De toute manière, c'est quelque chose qui va être étudié. C'est la première des choses qui va être regardée. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, lorsque le juge d'instruction va reprendre les enquêtes et lorsque les avocats auront accès à ces enquêtes, parce qu'ils vont avoir accès, les avocats de la famille, les avocats des autres parties civiles, de ces autres enfants qui ont subi ces viols, auront accès à l'intégralité des enquêtes qui ont été menées, aux plaintes qui ont été classées, aux raisons de ces classements. Tout se saura. Et donc, il sera temps, à un moment donné aussi, de pointer les responsabilités des uns et des autres. Mais pour revenir à ce que vous indiquiez tout à l'heure, bien sûr que notre police, nos enquêteurs, que ce soit à Paris ou ailleurs sur tout le territoire national, travaillent tous avec les mêmes logiciels. Lorsque vous avez une plainte, vous rentrez la plainte, le nom, le prénom, l'état civil, tout apparaît. Et lorsque vous avez un plaignant qui vient, ou lorsque vous avez un placé en garde à vue, vous rentrez le nom et vous voyez tout ce qui sort. Donc c'est vrai que ça interroge. On se demande véritablement comment, dans une affaire pareille, où encore une fois, elle est sous les feux des médias, on est tous extrêmement émus, tout le monde en parle et on en parle H24, comment ces enquêteurs ne se sont pas, à un moment donné, posé la question de savoir qu'est-ce qui ressort quand on tape ce nom de famille. Non, mais il va falloir répondre. Cette plainte contre cette petite fille, la petite Rosa qui a été violée. Il y avait des constats légaux, il y a une plainte, il ne se passe rien. Oui, alors sidérant. Malheureusement, je peux vous en citer quantité. Oui, mais ça arrive, c'est dramatique, c'est absolument dramatique. Nous, les avocats, on est là pour harceler, en fait, parfois, soit les enquêteurs, soit les juges d'instruction, mais ça arrive quotidiennement, ça nous arrive régulièrement, peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement, que des plaintes, avec des certificats médicaux, avec des éléments vraiment probants, fassent l'objet d'un classement. Ça arrive, et ça arrive souvent. L'État est attaqué par la famille de la petite Rosa. Attaquer l'État, et je trouve qu'il a parfaitement raison. C'est l'État qui est défaillant dans sa mission essentielle. Un tout petit mot d'Éric Nolot avant la pause. Non, mais on doit le respect à la famille pour cette journée terrible de demain, l'enterrement. Mais dès samedi, Liana redeviendra un symbole, le symbole d'un scandale qui ne cesse de se compliquer, de nouvelles révélations. Et c'est vraiment un système qui est en train d'être mis à jour. Tout déraille dans ce système, en réalité. Le pire étant quand même le témoignage de la mère de Rosa. Pour moi, j'en reste là-dessus, qui dit, alors non seulement j'arrive avec des certificats psychologiques médicaux, non seulement on ne me prend pas au sérieux, mais je me fais menacer d'être moi-même poursuivi pour harcèlement. Là, il y a quelque chose... Il faut même inventer d'autres mots, c'est plus un dysfonctionnement, c'est un déraillement. C'est insupportable. Catherine Ney, sur c'est ça. des manquements personnels quand même qui sont effrayants, et même un mépris pour les femmes. Enfin,
c'est quand même si c'était des policiers ou des gendarmes, je ne sais plus. Gendarmes. Les gendarmes, c'est quand même des gens qui étaient très, très, très relous, comme on dit. Enfin, c'est pas possible de considérer ce manque de considération et d'intérêt devant un crime, alors que c'est leur métier. On va faire une toute petite pause. On reprend ce débat dans un instant. On verra le versant politique, parce que les appels à la démission de Gérald Darmanin se multiplient. Là, cet après-midi, ils sont venus de M. Bardella, qui a pris une position en demandant la démission du garde des Sceaux, ce que n'avait pas fait Marine Le Pen. On y revient dans un instant sur CNews et sur Europe. À tout de suite. 18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et Europe 1. On va écouter Jordan Bardella qui a dit tout à l'heure à Bruxelles lors d'une conférence de presse qu'il souhaitait la démission de Gérald Darmanin, une position que n'avait pas adoptée jusqu'à présent le RN. Écoutons. Les enquêtes qui ont été diligentées devront établir des responsabilités et devront établir précisément les failles et les dysfonctionnements qui ont été celles de l'administration et qui ont été celles de l'institution. Maintenant, l'affaire est d'une particulière gravité. Et au regard de ce contexte, le chef de l'administration, c'est-à-dire le ministre de la Justice, aurait, à mon sens, dû, par honneur, présenter sa démission au président de la République. Voilà, par honneur et par décence, pour admettre et reconnaître que l'État qu'il représente et que l'administration qu'il dirige n'ont pas été à la hauteur. Pour les mots de Jordan Bardella, Louis de Ragnel, on a le sentiment que c'est une ligne différente de celle de Marine Le Pen, qui mardi, elle, refusait les appels à la démission de Gérald Darmanin. La ligne du RN a évolué sur ce sujet? Alors, je ne sais pas si elle a évolué. En tout cas, on entend deux sons de cloche. Il y a effectivement avec Marine Le Pen qui disait qu'une démission ne servirait à rien, que de toute façon, aujourd'hui, la fonction de garde des Sceaux, telle qu'elle existe réellement, vous ne servez pas à grand-chose, vous n'avez pas d'autorité sur votre administration. Vous êtes bon simplement à négocier un budget, éventuellement à gérer quelques nominations. Mais donc là, effectivement, il y a un sujet politique, parce que Marine Le Pen ne dit pas la même chose que Jordan Bardella. Il y a deux lignes. Et c'est pas la première fois. Sur d'autres sujets, je pense à la réforme des retraites, sur des sujets économiques. On voit que il y a des sons de cloche qui sont un peu différents, et pas sur des toutes petites choses. Non, sur des choses importantes. On pourrait tout à fait accepter deux sensibilités, tout ça. Là, c'est aussi l'expression de deux positions très claires et très tranchées. Catherine Ney. Oui, enfin, qui demande la démission de Gérald Darmanin, c'est les extrêmes. C'est Jordan Bardella et LFI. Bon, mais c'est idiot, parce qu'un ministre, il démissionne quand vraiment il a failli personnellement, ce qui n'est pas le cas, parce qu'au nom de l'indépendance de la justice, les pouvoirs du garde des Sceaux sont assez limités. Alors lui, il envoie des circulaires pour des priorités. Mais des priorités au cœur de l'insupportable, parce que tout est au cœur de la justice, traite des choses qui sont insupportables à la société. Donc si on priorise quelque chose, ça veut dire que les autres dossiers que l'on suit moins sont moins graves, et c'est pas vrai, parce que tout est presque à mettre au même niveau. Donc, c'est très difficile. Le viol de des dire enfants, je pense qu'on peut le mettre au-dessus de beaucoup de choses. Le viol des enfants, je pense qu'on peut le mettre au-dessus de beaucoup de choses. Oui, mais voilà. Mais même dans la dernière circulaire, c'est pas au-dessus. Gérald Darmanin dit que ça doit être prioritaire, mais sans abandonner les autres priorités. Donc, tout est au même niveau. Tout est prioritaire. Il a dit cette semaine de priorité, il a dit les actes de pédocriminalité et le narcotrafic. Voilà. Mais effectivement, par exemple, le tribunal de Auch, c'est très intéressant, où part toute cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, et cette procureure qui est mise en cause, de ne pas avoir mis évidemment le travail nécessaire autour de l'affaire Jérôme Barella. Par contre, elle a énormément entendu les agriculteurs. Elle les a fait venir, les agriculteurs, au moment où ils ont manifesté à plusieurs reprises. Je peux vous dire que le tribunal de Auch, il a été très très dur avec les agriculteurs. Donc oui, moi je vais peut-être vous choquer, mais entre un agriculteur qui manifeste et un pédocriminel, oui, pour moi le pédocriminel, il est plus important à aller blâmer que l'agriculteur qui manifeste. Oui, effectivement. Et aller arrêter. Pardon ? Et aller arrêter, oui, aller mettre hors d'état de nuire. Donc oui, non, tout n'est pas au même niveau. Tout n'est pas au même niveau. Et les violeurs d'enfants, les pédocriminels... Tout ne doit pas être au même niveau. Effectivement, il faut les mettre hors d'état de nuire en priorité avant bien d'autres procédures. Mais Eugénie Bastier et Éric Nolot
on voit aussi que, comme à chaque fois qu'il y a un drame avec la mort d'un enfant, le débat sur la peine de mort ressurgit. Nicolas Dupont-Aignan, hier, disait il faut un débat, il faut ouvrir le débat sur la peine de mort. Il y a le débat sur la peine de mort, il y a le débat aussi sur la légitime défense. C'est-à-dire, on voit des gens qui disent moi, je vais me faire justice moi-même. Aussi. Et c'est encore une étape au-delà. C'est-à-dire que la peine de mort, c'est on demande à l'État de tuer. Et il y a certaines personnes qui disent moi, j'ai envie d'aller régler mes comptes moi-même, en dehors de l'État. Et ça, je trouve que on arrive à un point de craquellement du contrat social. Parce que, comme je le disais, le contrat social, la base, c'est le monopole de la violence légitime appartient à l'État. On paye des impôts, on remet nos armes au Léviathan pour que le Léviathan s'occupe des plus faibles, et notamment des enfants. S'il n'est pas capable de s'occuper de ça, je le disais, 11 milliards de budget pour la justice, par rapport aux dépenses sociales en France, ce n'est rien. C'est absolument une poussière. Et c'est pourtant ce qui devrait être la base, la justice. La justice, c'est le monopole de l'État. Et donc moi, je comprends la colère des gens, et je pense que dans les années qui viennent, on va assister à de plus en plus de milices, de phénomènes d'autodéfense, où les gens vont vouloir se rendre justice eux-mêmes. C'est pas souhaitable, mais on pourra peut-être les comprendre, parce que... Ça a déjà commencé, le bijoutier de Nice, il y a 10 ans. Se balade dans la rue et qu'il se passe rien, veut dire qu'il faut avoir des nerfs et être vraiment un saint pour pas avoir envie de se rendre justice soi-même. Catherine ? Oui, il travaillait dans un lycée à Auch, et, parce qu'il a entre 2019 et 2021, et tous les professeurs avaient noté qu'il avait un comportement particulier. Il était toujours avec les enfants pendant les cours de récréation, ne parlait pas aux professeurs. C'était quand même très étrange, et ça a fini par remonter jusqu'à la proviseure qui l'a licencié. Mais peut-être aurait-elle dû porter plainte, elle aussi. Faire un signalement à la justice. Faire un signalement, et elle ne l'a pas fait. Maître, alors, pardon. Vrai, Et ensuite, je vous passe la parole, Eric. Les circulaires, parce qu'on Oui. parlait tout à l'heure de la circulaire de Maître Gérald Walky, Darmanin, les Walky. circulaires des gardes des Sceaux, ce sont des directives qui sont données. Elles ne s'imposent pas véritablement. Et si derrière, on ne demande pas aux différents parquetiers de faire des remontées, de faire des rapports sur l'application de ces circulaires, c'est-à-dire des chiffres, pour comprendre de quelle manière la circulaire a été suivie ou pas, elles sont inutiles et inefficaces. Ensuite, pour répondre à ce que disait Madame Bastier, je crois qu'on a un problème majeur en France avec nos enfants. On a un problème au niveau de l'éducation et des moyens qu'on donne dans l'éducation, et on a un problème avec la pédocriminalité. Ce sont deux axes, à mon sens, qui devraient être prioritaires, qui devraient véritablement passer avant tout. Et tant qu'on n'aura pas intégré cette vision-là, on sera avec des problèmes récurrents au niveau des écoles, des enseignements, tout ce qu'on peut constater, tout ce dont on a déjà parlé de nombreuses reprises ici, sur les réseaux sociaux, sur le niveau par le bas, au niveau des enseignements, au niveau éducatif d'une manière générale. Et parallèlement à ça, on aura aussi ce problème de pédocriminalité. Il faut véritablement, à un moment donné, qu'on fasse de l'enfance, de la petite enfance, une priorité nationale et une vraie priorité. Vraiment, parce que je vous rejoins là-dessus. Emmanuel Macron l'avait promis en 2017, c'est globalement... 2022. Ce sont 2022, pardon. ce sont des promesses C'est pas passé pieuses, dans- ce sont des vœux pieux, et nous n'avons pas vu de traduction. Vous rappeliez le budget de la justice. C'est une justice de pauvres que nous avons en France. Évidemment, vous avez raison. Avec des Eric Nolot, je résultats voudrais vous Mais sur entendre. les deux derniers points que nous avons évoqués, Jordan Bardella pose quand même une question philosophique intéressante. Où commence et où s'arrête la responsabilité ? Il y a des pays qui n'ont pas notre culture, où je pense que le ministre aurait démissionné. Moi, je n'ai pas d'avis très tranché dans la question, mais je trouve que la question se pose. Et sur l'autre fait, sur la légitime défense, d'abord, moi, je sens dans les paroles des gens qui m'abordent dans la rue ou dans les transports en commun qu'il y a un changement d'atmosphère. Ah oui. Alors, par rapport à cette affaire, mais par rapport aussi aux émeutes après le match du Paris Saint-Germain, en disant, on est bien patient, mais vous savez, il y a un moment, on le sera un peu moins. Puis il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est qu'il y a maintenant des listes d'attente longues comme le bras pour les clubs de tir. Oui. Les gens veulent apprendre à Ce qui tirer, n'est donc pas ça veut dire rassurant. qu'ils veulent avoir des armes, et c'est un changement, parce que c'est pas la culture des armes en France, c'est pas du tout celle des États-Unis. Donc en effet, alors après, il faut bien se mettre aussi en tête une chose, c'est que là, on raisonne sur un cas très exemplaire, c'est-à-dire les faits sont presque avérés, on comprend très bien la colère de quelqu'un qui voudrait se venger. Mais on va aboutir à un système de western, de Far West, parce que sur la base d'une rumeur, vous allez Oui, c'est avoir ça, le quelqu'un qui problème. va dire moi, c'est insupportable, je vais me faire justice. Il faut savoir aussi ce qu'on veut. Ça peut partir très très vite dans quelque chose hors de contrôle. Mais enfin, moi je comprends la colère des gens qui voient passer le violeur de leur fille dans leur rue. Ça. Gauthier. Si on était persuadé qu'un pédocriminel ne sortirait jamais
de prison et passerait sa vie derrière les barreaux, personne ne se ferait justice soi-même et il n'y aurait plus le débat sur la peine de mort qui serait relancé. Pourquoi Nicolas Dupont-Aignan relance le débat sur la peine de mort? Parce que la perpétuité réelle n'existe pas. Quand vous voyez les pédos, et parfois même la casse-prison n'existe pas, quand vous voyez les 2 pédocriminels du périscolaire parisien qui sont passés devant la justice, les réquisitions, on attend le jugement, les réquisitions, le premier, 1 an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique. Il s'en est pris à 9 enfants entre 3 et 5 ans, des agressions sexuelles sous les sous-vêtements. L'autre, 18 mois de prison avec sursis. Donc ni l'un ni l'autre ne passe par la casse-prison et il n'y a même pas de détention provisoire. Mais c'est juste hallucinant. Et puis pour aller dans le sens d'Éric, effectivement, cette affaire, l'affaire Liana, un certain nombre de personnes, maintenant même tout le monde, dit la justice est trop laxiste. Alors ça c'est dingue parce que beaucoup l'ont dit en fait, et beaucoup le disent depuis un long moment. Mais au moment de Lola, on n'avait pas le droit de le dire. Au moment de Philippine, on n'avait pas le droit de le dire parce que ces 2 pauvres petites filles avaient été tuées par des OQTF. Donc il fallait surtout pas en parler. Elias, c'était quand même aussi un peu gênant. Parce qu'on critiquait la politique de Nicole Belloubet et d'Éric Dupond-Moretti avec la césure. Tu es jugé dans un premier temps, tu as ta sanction dans un second temps, et c'est dans ce laps de temps qu'Elias a été tué à la machette. Donc là, voilà, je suis content de voir effectivement que dans les rues de France, devant la place Vendôme, il y a des gens également de tous les échiquiers politiques, et notamment de la gauche, voire d'extrême gauche, qui disent désormais la justice est laxiste. Ah oui, certains le disent depuis très très longtemps. Alors vous évoquez le périscolaire, ce qui s'est passé notamment à Paris. Le Sénat a décidé de lancer une commission d'enquête sur les dysfonctionnements, là encore on parle de dysfonctionnement de la justice et l'application de la politique pénale. Et Anne Hidalgo sera entendue dans les prochains jours. On fait le point avec Félix Perrola et je vous passe la parole. C'est au tour du Sénat de s'intéresser au périscolaire. Dans le cadre d'une commission d'enquête, les sénateurs promettent de faire un état des lieux des violences commises dans le cadre du périscolaire. La sénatrice Les Républicains Agnès Evrin est à l'origine de cette commission. La situation est devenue insupportable pour les familles, celles des nombreuses victimes, comme celles qui ont peur. Cette initiative est transpartisane parce que la protection de l'enfance transcende les clivages politiques, confessionnels ou idéologiques. En toile de fond, la responsabilité de la ville de Paris, où 132 animateurs ont été suspendus, dont 52 pour suspicion de violences sexuelles ou sexistes. C'est pour ces raisons qu'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire et plusieurs autres élus seront entendus. Nous allons évaluer le nombre de plaintes, de signalements, les procédures de contrôle, les modalités de recrutement et de formation des personnels, ainsi que l'organisation des temps périscolaires. Notre volonté est simple, tirer tous les enseignements nécessaires pour mieux prévenir, détecter et sanctionner les violences commises à l'encontre des mineurs. Les conclusions devront être rendues à l'automne. En parallèle, une commission d'enquête indépendante sera mise en place au Conseil de Paris. Voilà pour ce sujet sur le périscolaire à Paris. Louis de Ragnel, effectivement, on est face à un océan d'agressions commises dans le cadre du périscolaire sur des enfants. On n'est qu'au début, là, encore de l'affaire. Alors, on est au début parce que pour l'instant, ça ne concerne que Paris. Et ce qui va être intéressant... Il y en a d'autres à Lyon aussi, dans d'autres villes. C'est de regarder, en fait, si ce qui s'est produit à Paris ne s'est pas passé ailleurs. Il y a quand même une forte probabilité pour que les mêmes problèmes se soient multipliés un peu partout. Et puis, ça va se percuter aussi avec les 70 000 plaintes pour violences et violences sexuelles qui sont en train d'être examinées par tous les parquets de France en ce moment même. Donc, on va pouvoir voir ça. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de regarder effectivement le processus de sélection, le recrutement. Et ce qu'on voit, ce qui semble se dessiner, c'est qu'il y a quand même il y a plein de problèmes dans le périscolaire. Il y a évidemment le plus grave, c'est les problèmes de pédophilie avec des prédateurs sexuels qui venaient pour agresser des enfants. Mais on se rend compte qu'il y a aussi des sujets de maltraitance. Et le sujet global, c'est que vous avez des gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas sélectionnés, qui sont aussi très mal payés. Et ce n'est pas un sujet dérisoire. Je pense que par exemple, pour être plus sélectif aussi, il va falloir revaloriser un peu la rémunération, une fois que tout le tri, évidemment, et une fois qu'il y aura tout le ménage qui sera fait par rapport, évidemment, aux prédateurs sexuels. Il va falloir aussi vraiment mettre en place... Vous payez mieux un pédocriminel qui arrête d'être pédocriminel. Non, mais évidemment, je parlais de la partie... je parlais de la sélection et tout ça. Évidemment, une fois qu'on a nettoyé tout le monde. Et ce qu'il faut aussi, évidemment, c'est, et ça pour le coup, c'est pas encore permis par la loi, c'est de manière automatique que toute personne qui candidate pour travailler avec des
enfants, eh bien, Soit criblé. ils soient criblés et que immédiatement on ait un feu vert ou un feu rouge. Et s'il y a le moindre Bien soupçon, sûr. qu'on ait la certitude que jamais la personne que vous avez en face de vous qui candidate Alors, ne se retrouve face à des enfants. Catherine Ney, C'est la Maître personne Joaquin que- Melki. C'est très difficile de trouver des personnes qui veuillent faire ce métier à Paris et donc on Et que prend des un femmes. peu qui se présentent. Il y a des étudiantes. Mais- Et à Comment Paris, c'est la première ville étudiante de France. Pourquoi vous ne prenez pas des jeunes Ah ben, étudiantes peut-être, oui. qui sont sans doute très saines mais psychologiquement, ça, c'est- faut de la disponibilité. qui font des babysitting tout Bah le oui, temps. mais Et faut une pourquoi on ne les disponibilité utilise pas pour le le parce soir. parce qu'il faut prendre des fonctionnaires, il faut prendre Eugénie Bastier. Non, c'est Alors, la attendez, plupart, c'est pas des tous en même contractuels. temps, les C'est des amis. contractuels. Alors, Mais quand on pas fait tous des en même temps. enfants, Catherine Ney. les enfants, ils ont besoin aussi de revoir toujours, tous les jours, la même personne, parce qu'autrement, ils sont aussi déstabilisés s'ils changent de garderie tous les jours. Ça, donc, il y a un besoin de continuité. Et quand quelqu'un, un homme... Enfin, c'est vrai que les prédateurs peuvent être très tentés par cette forme des emplois où il y a des enfants. Mais tant que cette personne, dont personne ne sait s'il est prédateur, qui n'est pas affiché, on ne le sait pas, c'est très difficile de le suspecter. Parce qu'un homme qui se présentera, s'il est suspecté parce qu'il est un homme, pour vouloir s'occuper des enfants, ça veut dire qu'il ne faudrait plus... il faut que des femmes. Le débat est posé, Catherine. Une profession qui se féminise, parce qu'il y a Le quand même débat un existe. risque. Il y a un vrai risque. Mais oui, mais il faut trouver des femmes. Mais alors, Maître Joaquin Melki et ensuite Gauthier. On le sait parce que lorsqu'on a les dossiers et que les dossiers arrivent devant la justice, on voit bien les profils. Et les profils, les magistrats s'en rendent compte, les enquêteurs s'en rendent compte, et nous aussi, les avocats, nous le voyons, nous le comprenons. Les pédocriminels, ils recherchent des métiers au contact des enfants. Voilà. Donc c'est une réalité que tout le monde connaît, qui est connue, qui est sue par tout le monde. Partout, il y a des enfants, il y a des prédateurs. La seule chose à mettre en place, à mon sens, c'est de contrôler. C'est-à-dire que lorsque vous allez recruter Casier quelqu'un qui va judiciaire. être au contact des enfants, pas que le casier judiciaire. Parce que parfois, il y a des non-inscriptions. Il y a des signalements, Il faut les signalements, il faut tout. Il faut véritablement rentrer dans une logique un peu différente. Je suis d'accord avec vous, il faut viser les étudiantes. Et moi, je pense aussi aux mamies. Oui, Aux mamies, aux personnes âgées qui souvent ont du temps, souvent sont encore en pleine forme et qu'elles peuvent offrir ce temps et avoir... Voilà, on se rejoint sur ce point-là, et avoir des compléments de revenus qui sont parfois intéressants aussi, et revaloriser également le règlement. On est en plein scandale du périscolaire. Il y a un scandale qui va éclater prochainement et on n'en parle pas assez. Il y a quelques articles déjà. C'est l'aide sociale à l'enfance. Oui. Parce qu'effectivement, les pédocriminels cherchent les enfants, ils les traquent comme des proies. On l'a vu avec Jérôme Barella. Donc c'est le périscolaire, c'est l'aide sociale à l'enfance. Alors l'aide sociale à l'enfance, c'est la double peine. On vous retire de votre foyer. Parfois, il y a des retraits abusifs. Tout ça a été aussi documenté. Souvent pour agression, parce que vous êtes agressé sexuellement à votre domicile Alors, aussi. oui, et parfois il y a des retraits abusifs. Par exemple, vous avez des cas précis. La mère, elle se rend compte que le père viole l'enfant. Elle le signale. Quelle est la décision de la justice? Le retirer à la mère. Et qu'est-ce qui se passe alors que l'enfant a déjà été violé? Il se fait violer à nouveau à l'aide sociale à l'enfance. Donc, et il y a des réseaux de proxénétisme qui ont été mis en place à l'aide sociale à l'enfance. Tout ça aussi est documenté. Donc, l'ASE, c'est aussi quelque chose qui va finir par exploser. Et on va avoir aussi, à mon avis, des dizaines et des dizaines de victimes. Hein. Allez, petite pause. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le sujet? On se retrouve dans un instant. On évoquera l'affaire Patrick Bruel. A tout de suite dans Punchline, c'est nous en parle. 18h40, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a été rejoint par Christian Flech, ex-directeur de la police judiciaire de Paris. Bonsoir et merci d'être avec nous. On va évoquer le dossier Patrick Bruel qui a donc échappé hier au placement en détention provisoire. Il a été mis en examen dans 4 dossiers sur les 9 qui étaient examinés par le parquet de Nanterre et placé sous le statut de témoin assisté dans 4 autres, la dernière affaire ayant été jugée prescrite. On va entendre dans un instant ces avocates, mais on va d'abord écouter quelques réactions de femmes qui disent leurs sentiments dans cette affaire. Moi, je le condamne. Il y a trop de trucs. De toute façon, bon, écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a des plaintes comme ça, c'est pas parce qu'on s'appelle Patrick Bruel qu'on a le droit de faire ça. Vous voyez, et il ne doit pas être tout seul. Hein. Je laisse la justice faire son boulot. Il ne faut pas de médias ni de populaires. Le citoyen fait ce boulot. Laissez la justice faire ce qu'il faut. Ça a ouvert la parole, en fait. C'est pour ça que tout sort maintenant. Et après, effectivement, c'est un tel enchaînement que j'imagine qu'il y a des gens qui en profitent aussi. Voilà pour ces réactions de femmes. On va aussi s'intéresser, je vous passe la parole parce que le débat va être intéressant, à la façon dont la mise en examen de Patrick Bruel a été reçue du côté des plaignantes, notamment du côté de Flavie Flament, dont la prise de parole et le dépôt de plainte avait été décisif dans cette affaire. On écoute les explications de Jean-Baptiste Marty d'Europe 1.
Oui, puisque pour elle, c'est un début. Les plaignantes considèrent qu'en mettant en examen Patrick Bruel, la justice les a entendus, comme l'expliquait sur TF1 maître Corinne Herman, avocate de Flavie Flament, qui accuse le chanteur de viol lorsqu'elle avait 16 ans. C'est en tous les cas ce que disent les victimes, c'est qu'au moins il y a l'ouverture d'une information, donc c'est un premier pas. Pour elles, c'est que leur voix a été entendue et que des juges vont investiguer sur ce qu'elles ont dénoncé comme fait, et c'est l'essentiel. Patrick Bruel, donc mis en examen mais remis en liberté pour maître Corinne Herman, cela ne change pas grand-chose au fond du dossier. On n'a pas d'avis à avoir sur des décisions de justice qui concernent sa mise en liberté, son contrôle judiciaire. L'essentiel, c'est qu'il puisse se présenter à chaque fois que les juges d'instruction le solliciteront ou voudront l'entendre. Donc on a les garanties qu'aujourd'hui il sera présent, il se présentera. Pour le reste, nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'instruction démarre très vite et qu'on puisse aussi être entendu par les juges d'instruction. 2 nouvelles plaintes pour viol doivent être déposées la semaine prochaine. L'avocate de Flavie Flament annonce que plusieurs autres cas d'agression sexuelle visant Patrick Bruel sont en cours d'étude. Et voilà, l'affaire est donc loin d'être terminée. Christian Flech, on est sans doute au début de ces procédures. On est encore dans le temps de l'enquête à l'heure où on se parle. L'enquête, elle a commencé. L'enquête, elle va durer, à mon avis, plusieurs mois, voire quelques années, dans la mesure où là, vous avez vu qu'il y avait 4 personnes pour lesquelles il est mis en examen, 4 faits pour lesquels il est mis en examen, 4 faits pour lesquels il est témoin assisté. Ça ne veut pas dire que les affaires sont laissées de côté. Et puis, une affaire qui a été touchée par la prescription. D'autres plaintes sont annoncées. Ça veut donc dire qu'en dehors des 3 avocats de la défense, il y aura au moins une dizaine d'avocats des parties civiles qui vont pouvoir s'exprimer, demander des actes. Et la police sera là sur délégation des juges d'instruction, des 4 juges d'instruction, pour œuvrer, pour arriver à établir, si c'est possible, ce qui a pu se passer avec forcément des versions qui seront divergentes. Et pour autant, la justice n'a pas souhaité le mettre en détention. Ce n'était pas nécessaire Je pense que tout le monde est très d'accord que compte tenu des textes qui régissent les conditions de placement en détention, c'était pas réuni. Et à part s'il y avait une possibilité de pression sur les victimes, ce qui semble pas être le cas, les autres cases n'étaient pas cochées. Et on peut imaginer, Christian Flech, éventuellement un procès avec de nombreuses plaignantes, si jamais ces plaintes sont recevables. Alors, si la celles qui sont à venir va jusqu'au bout, et évidemment, ça semble s'orienter vers ça, il y aura un procès. Il y aura combien de victimes qui seront reconnues par la justice, ça je ne sais pas. Combien de faits pour lesquels il sera renvoyé, je ne sais pas non plus. Tout ça va prendre du temps. Catherine Ney, on assiste à la chute d'une des personnalités qui étaient les plus populaires de France. Mais oui, c'était un homme charmant dont toutes les femmes de ma génération, quand elles avaient beaucoup plus jeunes, elles trouvaient que voilà, c'était un bon. Mais voilà, il s'est révélé être quelqu'un qui avait un comportement assez relou et qui croyait que voilà, tout le monde, c'était une sorte de droit qu'on devait lui accorder. Et c'est ça où c'est une perversion. Peut-être il a été victime de cette addiction, mais qu'il ne soit pas en détention provisoire, vous savez, il faut pour ça un trouble exceptionnel, personnel et persistant à l'ordre public. Et il est précisé aussi qu'il ne faut pas confondre ce trouble avec l'importance de l'écho médiatique. Moi, je crois que l'écho médiatique est énorme, ça va continuer, d'ailleurs plusieurs mois, mais c'est un homme qui est déjà déshonoré. C'est un homme dont la carrière est terminée. Il s'est emprisonné lui-même par un comportement inacceptable, intolérable, et il est victime de lui-même, et ça, peut-être que c'est le plus difficile à admettre pour lui-même. Enfin, voilà. Donc, on le plaint, mais il est arrivé, le fait d'arriver en ce moment avec toutes les horreurs qu'on entend aujourd'hui. Bien sûr. Je veux dire, ça ne joue pas en sa faveur, évidemment. Voilà, ne joue pas en sa faveur. Il a une injonction de soins thérapeutiques aussi, Eugénie Bastier, pendant ce placement judiciaire. Oui, je crois que c'est classique dans ce genre de cas et d'affaires. Psychologique. Psychologique. Juste psychologique. Oui, oui. Vous avez raison. Il doit être suivi. Moi, ce qui m'interroge simplement, c'est effectivement le fait qu'on ait mis 4 magistrats d'instruction sur l'affaire Patrick Bruel. Je conçois que c'est une affaire qui prend beaucoup d'importance médiatiquement, mais dans un contexte où la justice manque de moyens et on voit qu'il y a des plaintes qui ne sont pas traitées partout en France, je me demande s'il était vraiment nécessaire de consacrer 4 magistrats d'instruction, juges d'instruction sur l'affaire Patrick Bruel. Je trouve ça un peu excessif et c'est très inhabituel dans ce genre d'affaires. C'est pas parce qu'il est célèbre que voilà, il faut aussi consacrer tous les moyens de la justice sur cette affaire. On parle beaucoup du nombre de magistrats insuffisants. Maître Wacknin Melki, là, 4 pour un seul homme, mais plusieurs plaintes évidemment. 4, mais plusieurs plaintes.
Donc ça ne vous semble pas incohérent? Ça ne me semble pas totalement incohérent. C'est inhabituel, je vous rejoins totalement, mais ça ne me semble pas totalement incohérent. Pour toutes ces plaignantes, il y aura des avocats, donc des demandes d'actes du côté des parties civiles et du côté de la défense de Patrick Bruel, qui a quand même qui a les services de trois avocats à ses côtés. Donc tous ces avocats-là vont faire des demandes. Ça va demander énormément de temps. Un seul magistrat ne peut pas y pourvoir, c'est certain. 4, effectivement, ça peut sembler beaucoup, mais je pense que la décision a aussi été prise en fonction du retentissement médiatique et de la volonté d'apporter des réponses peut-être rapides. On se posait la question tout à l'heure, Louis de Ragnel, peut-être que vous pouvez la poser à Christian Flech, sur l'encombrement de la justice avec ces 70 000 plaintes qu'il faut réétudier à la demande du garde des Sceaux. Comment est-ce que ça va se dérouler ? Oui, par rapport à toutes les plaintes visant des violences sur des enfants et violences sexuelles, eh bien, c'est une opération un peu inédite pour à la fois les services d'enquête et pour les parquetiers, parce qu'ils doivent réexaminer en très peu de temps énormément de plaintes. Alors, il y en a beaucoup qui vous disent qu'ils n'auront pas le temps de tout traiter. Donc, il y en a certains qui décident de faire appel à leur mémoire et d'essayer de se souvenir des affaires les plus importantes qui les ont le plus marquées pour concentrer leurs efforts dessus. Et puis, parce que si vous dézoomez, si vous faites des statistiques, si vous faites une petite division, on se rend compte que les procureurs auront en moyenne 2 minutes par plainte par rapport au temps dont ils disposent d'ici effectivement au 14 juillet. Simplement un mot quand même sur Patrick Bruel. Moi, là, pour aller dans le sens de ce que disait Eugénie, il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est s'il s'était agi de quelqu'un, de monsieur lambda, est-ce qu'il y aurait eu tout ça ? Je pense assez peu. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand même une grande partie de l'opinion publique voulait ou pensait évident le placement en détention provisoire de Patrick Bruel. Et je trouve que d'une certaine manière, la justice a un peu résisté à cette pression médiatique et une partie de la pression populaire. Christian Flech, là-dessus. Oh, plein de points. Sur le nombre de plaintes, donc, de ce que je comprends, on fait le point sur les 70 000 plaintes. On n'a pas dit qu'il fallait les traiter avant le 14 juillet. Donc déjà, faire le point, normalement, quand vous êtes dans un service d'enquête, que ce soit police ou gendarmerie, vous avez une hiérarchie qui est en situation de savoir normalement combien il y a de dossiers, quel type de dossier, et ensuite qui est en charge. Et c'est des revues de portefeuille, comme on dit. On doit être capable aussi de savoir où le dossier en est. Voilà, ça c'est la réalité. Après, elle est plus ou moins compliquée suivant la surcharge de travail des services. Mais globalement, sur l'ensemble de la France, il y a forcément des parquets où il y aura très peu d'affaires. J'écoutais ce matin la procureure générale de Paris qui disait qu'elle avait 7000 dossiers apparemment sur son ressort, qui comporte donc Paris, Créteil, Bobigny et sans doute l'Essonne. Donc des milliers de dossiers. Des endroits où il y a quand même une population et des vrais risques. Donc je pense que le garde des Sceaux a raison de demander ça. Je pense que c'est pas impossible non plus. Je peux faire de la mathématique aussi sur le nombre de policiers. Il y a 150 000 policiers, 130 000 gendarmes, 280 000 avec 70 000 plaintes. Vous voyez, c'est pas toujours aussi mathématique que ça. D'accord. OK. Là-dessus, Maître Joaquin Melki ? Alors, je pense que c'est un effet d'annonce, tout simplement. C'est encore un effet d'annonce. Je ne vois pas la possibilité pour les différents services d'arriver à écouler ou ne serait-ce qu'à envisager véritablement faire le point dont vous parlez sur 70 000 plaintes. Ou alors c'est que le reste du temps, on se moque de nous, en fait. Parce que systématiquement, on nous répond, on n'a pas le temps, on ne peut pas, on est débordé. Donc là, 70 000 dossiers à gérer d'ici la mi-juillet, je ne vois pas du tout comment c'est possible. Là, ils font que ça. Nous, on a eu des procureurs, on a eu des policiers, des gendarmes. Il y en a qui font des actes d'enquête. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les nouvelles plaintes qui arrivent ? Et comment est-ce qu'ils traitent le quotidien ? Et comment est-ce qu'ils vont gérer les plaintes au quotidien ? On ne peut pas le faire moins. C'est pour ça que je On ne peut pas le faire moins. Parce que si vous le faites moins, vous prenez le risque de passer à côté de quelque chose de grave. Demandez aux procureurs et aux policiers et gendarmes en ce moment, c'est ce qu'ils vous disent. Mais je pense qu'il n'a pas été dit qu'il fallait traiter les affaires avant le 14 juillet. Il a dit qu'il fallait faire le point pour essayer de faire une hiérarchisation et pour éviter qu'il y ait des affaires comme celles qui se sont passées dans le Gers qui arrivent maintenant, encore une fois. Éric Nolot. Alors, peut-être... Sur l'affaire Bruel, la seule attitude raisonnable, c'est de laisser la justice agir, parce que d'un côté, moi je respecte la parole des supposées victimes, d'autant que les accusations sont gravissimes. On rappellera à toutes fins utiles que le viol est un crime. Et de l'autre côté, Patrick Bruel nie en bloc. Moi, je n'ai pas connaissance du dossier, et voilà, je ne pourrais pas arbitrer. Après, ce que j'observe, c'est quand même qu'il y a un phénomène de justice parallèle qui est un peu préoccupant, parce que
La justice a été Justice rendue dans la salle médiatique, de c'est théâtre. ça, voilà. Dans la salle de théâtre, c'est-à-dire vous êtes coupable, tout doit s'arrêter. On a une dame, moi je respecte, parce qu'effectivement, il y a énormément d'accusations qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ce qui est quand même une réflexion sur la justice un peu primaire. Et puis de l'autre côté, même quand parfois l'innocence est reconnue, ça ne va pas non plus. Je pense à la Ferrari Habitant. Et voilà, on le met hors de cause. Eh bien, vous avez quand même des activistes qui sont dans sa salle de spectacle pour pourrir sa carrière. Donc, je trouve que c'est aussi préoccupant qu'il faudrait s'occuper de cette dérive médiatique. Oui, Eugénie Bastier là-dessus, sur cette espèce de double peine. Le problème, c'est qu'à la fois, effectivement, moi, je pense que la justice doit passer avant le tribunal médiatique et que la présomption d'innocence doit valoir, et que, en tout cas, Patrick Bruel devrait avoir le droit d'exercer son métier. En même temps, vous pensez que c'est réalisable, que c'est envisageable? En même temps, ce qu'on constate dans cette affaire, c'est que précisément, c'est l'agitation médiatique qui crée ensuite, qui déclenche l'action judiciaire. Et s'il n'y a pas d'action médiatique, il n'y a pas d'action judiciaire. Donc, je suis partagée sur ce sujet parce qu'effectivement, on voit que c'est par les médias aussi que la justice se bouge et que et c'est idem sur l'affaire Liana, malheureusement. Les médias pointent du doigt le fait qu'il y ait eu un dysfonctionnement de la justice et Gérald Darmanin agit en disant qu'il faut traiter ces 70 000 plaintes. Donc l'agitation médiatique, elle est aussi nécessaire pour faire bouger les lignes. Bien sûr. Et est-ce que vous avez entendu dans toutes les propositions qui fleurissent, les propositions de loi, propositions politiques, Christophe Lech, quelque chose qui vous dit oui, c'est ça qu'il faut faire, il faut renverser la table, il faut réformer le système comme ci, comme ça? Alors, je pense que pour réformer le système, il faut se mettre autour d'une table et être capable de parler calmement, ce qui n'est pas du tout l'ambiance actuelle, surtout qu'on est en pleine campagne des présidentielles qui commence et où chacun a des idées. J'ai entendu, évidemment, une personnalité particulière, enfin de premier plan, mais donc un parquet national pour les violences. Je n'ai pas tellement compris quel était l'intérêt de centraliser au niveau national des affaires qui sont exclusivement locales. Il y a très peu de situations où il y a des affaires internationales. D'accord, ok. Muriel Ouakni-Melki, pareil, même question. Est-ce qu'il y a des propositions qui vous ont dit c'est ça qu'il faut faire? Non. Non, Laurence. Donc c'est que de la démagogie? Pour l'instant, je trouve qu'on est véritablement dans des effets d'annonce. La période présidentielle n'est pas favorable en fait à la réflexion et n'est pas favorable à la prise de grandes lois, de grands changements. Moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant, je pense, mais parce que tout va être. On doit l'avoir. Mais oui, mais bien évidemment qu'on doit avoir le débat de société, ça, c'est certain. Mais les grandes décisions aujourd'hui ou les grands projets tels qu'ils sont avancés, pour moi, ne peuvent être avancés que sous le prisme des élections qui arrivent et avec une volonté de séduire un électorat. Et donc, ça sera biaisé. Forcément. Et c'est comme cette annonce des 70 000 plaintes que nous allons voir étudier. Je suis très Muriel, circonspecte. quand on voit qu'il y a plus de 3 millions de plaintes qui sont en attente d'examination sur plein de sujets, on ne peut pas se dire, attendons la présidentielle. Je pense qu'il y a une question d'organisation de la justice et je pense que le rapport qui a été demandé par Gérald Darmanin donnera des pistes d'avancement. Et deuxièmement, il y a une question de moyens évidente. C'est-à-dire qu'il faut des bras, il faut des gens pour traiter ces plaintes individuellement. Et je pense que c'est ce qu'on doit aux Français. Eugénie, en un mot? En un mot, nos impôts doivent servir à protéger les enfants. Okay. Je suis d'accord avec vous et je signe.